Bonjour, ici Jean Sinotte du studio Photomode à Québec. Bien, aujourd'hui, grâce à la collaboration de l'Art Photo à Saint-Jean-sur-Richelieu, bien, je vous présente le Nikon Z30. Bon, tout d'abord, ceux qui me connaissent savent que je travaille avec un Nikon Z9, se demandent pourquoi tout d'un coup, je viens vous présenter le Nikon Z30. Alors, je vais vous expliquer les raisons pourquoi que, bon, cet appareil-là, je me suis tourné vers ce modèle-là. Et la principale raison, c'est que présentement, je tourne mes capsules vidéo avec un Sony ZV-1, qui est un petit appareil compact avec un objectif intégré zoom. Puis, ça a quand même une certaine limite dans qu'est-ce que je peux faire avec l'appareil. Donc, c'est là, lorsque le Z30 a été annoncé, que pour moi, c'était vraiment le type de grosseur d'appareil que je recherchais. Tout d'abord, que je puisse vraiment mettre à l'intérieur d'un sac, là, comme là, ici, présentement, il est avec l'objectif qu'on peut acheter en option avec, qui est le 16-50 mm DX. Donc, c'est vraiment très petit, très compact. Et l'autre chose aussi, qu'est-ce qui se passe, c'est que, bon, j'ai seulement un appareil, le Z9, puis, bien, écoutez, avec l'ère numérique et tout ça, je préfère avoir une porte de sortie ou un appareil de réserve ou de backup. Et bon, autrefois, j'avais deux D850. Justement, si jamais j'avais un pépin avec un, il y avait quelque chose, bien, je pouvais compter sur un autre appareil. Donc, c'était une autre raison pourquoi je me suis tourné vers le Z30, qui peut me servir également d'un appareil de backup ou de réserve pour venir aider le support de mon Z9. Et vous allez voir là, un peu plus loin là, les photos que j'ai réalisées avec l'appareil. Écoutez, c'est la même qualité que qu'est-ce que qu'on retrouve avec le ZFC là, que vous avez vu, une capsule sur cet appareil-là il y a plusieurs mois. Donc, ce sont les raisons pourquoi que je me tourne maintenant avec le Z30. Alors, dans cette vidéo-ci, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que je vais vous présenter les caractéristiques de l'appareil. Également, on va voir là, bon, les boutons, les menus, tout ça en détail, comme je fais d'habitude. Une chose qui est importante aussi à savoir, c'est que là, présentement, je tourne avec le Sony, mais la partie de la conclusion, bien, je vais vous la tourner avec le Z30. Donc, vous allez pouvoir voir la différence, mais j'ai déjà fait des tests au préalable et juste la dimension du capteur entre les deux modèles, bien, fait une bonne différence au niveau de la netteté que j'obtiens sur mes vidéos. Et l'autre chose qui est intéressante avec cet appareil-ci, bien, je peux m'en servir autant aussi comme appareil photo. Donc, j'ai fait des tests avec les flashs Godox à l'extérieur, sans flash. Et écoutez, ça fonctionne là, parfaitement. On va voir aussi au point de vue ergonomie, là, les boutons, même place qu'on retrouve sur le Z9. Donc, pour moi, lorsque je passe d'un à l'autre, si je suis pressé, exemple, bien, vraiment, je vais retrouver les boutons de fonction au même endroit et avec les mêmes fonctions pour les boutons. En plus de ça, celui-ci, bon, on va voir les menus U1, U2, U3, donc fabuleux lorsqu'on veut préprogrammer là, des fonctions sur l'appareil photo. Bref, on va regarder ça ensemble, on va voir tout ça en détail. Également, j'ai, comme le Z9, pour ceux que ça pourrait intéresser, j'ai construit un petit guide d'utilisation là avec les menus et bon, les réglages que moi j'aime bien. Donc, ça peut être un point de départ si jamais vous vous procurez un Z30. Et soit vous pouvez m'écrire que je vous l'envoie, c'est gratuit, ou encore, n'hésitez pas à contacter l'Art Photo et ils l'ont eux aussi, donc ils peuvent vous envoyer ça par courriel, là, c'est sous format PDF. Donc, c'est vraiment, notre but, c'est vraiment d'aider les photographes là, qui ont des produits Nikon. Donc, c'est ça. Donc, on va aller voir ensemble les caractéristiques et tout ça, et aussi les prix, bon, qu'est-ce que ça comprend et tout ça. On va aller faire un test photo à l'extérieur, puis ensuite de ça, bien, comme d'habitude, bien, je vais vous présenter mes conclusions. Alors, le Z30, bien, tout d'abord, la chose qui était vraiment intéressante, à part que son poids et dimension,
Bien, ce sont les menus Nikon hein, qu'on retrouve, qu'on est habitué, qu'on aime pour ceux qui travaillent avec le Nikon. Donc, de passer d'un Z9 à un Z30, donc de l'appareil le plus dispendieux au moins dispendieux, ben, on se retrouve, c'est vraiment idéal. On va avoir le même écran que le ZFC qui s'oriente vers l'avant. Donc, de là pour moi que c'est vraiment intéressant parce que ça me permet de me voir lorsque je filme mes capsules. Donc, je peux aller vraiment me voir, contrairement à autrefois lorsque je filmais avec des DSLR, que j'étais obligé d'avoir quelqu'un, voir que tout était bien aligné parce que je ne me voyais pas. Donc, c'est un plus. Ensuite de ça, on va avoir aussi, là je ne l'ai pas reçu encore, mais on va avoir un peu comme le Sony, le kit créateur qu'on appelle, qui nous permet de pouvoir avoir un petit pied, donc ça va être comme celui-ci, exactement la même chose, sauf que qu'est-ce qui est vraiment intéressant dans celui de Nikon, c'est qu'au lieu d'avoir la télécommande prise après le pied, la télécommande peut s'enlever, donc je peux installer ma caméra sur un autre trépied ou ailleurs et avoir la télécommande à distance sans avoir à traîner le pied. Donc c'est vraiment un plus qu'on va avoir également. Et bon, bien, ça nous permet d'avoir un meilleur maintien lorsque on va faire nos capsules vidéo, lorsqu'on veut se filmer. Donc, comme vous voyez, bien ici, je fais tout simplement le pivoter et je peux vraiment, à ce moment-là, me filmer, aller vraiment me voir, avoir toutes les informations à l'écran. L'autre chose qu'on va avoir, naturellement, c'est un objectif objectif interchangeable. Donc, ça veut dire que je peux vraiment venir mettre mes autres objectifs de série Z que je vais avoir. Je pourrais même mettre mes anciens objectifs Nikon avec l'adaptateur FTZ. Bref, on a accès au système Nikon. Donc, par exemple, moi, lorsque je vais filmer à l'extérieur, je vais utiliser le 16-50 mm DX, celui que j'ai acheté qui vient avec. Mais ici, à l'intérieur, lorsque je vais faire mes vidéos, je vais utiliser mon 50 mm macro, mais qui va pouvoir me servir dans deux choses. La première des choses, on va avoir une ouverture de 2.8, donc beaucoup plus lumineux que celle-ci qui est avec, qui est de 3.5 à 6.3, c'est-à-dire qu'à 16 mm, je suis à 3.5 d'ouverture, mais lorsque je vais être à 50 mm, je deviens avec une ouverture de 6.3, alors qu'ici, j'ai 2.8. Donc, c'est pour ça qu'en studio, ça va être vraiment un plus. L'autre chose aussi, c'est que avec mon Sony, je n'étais pas capable d'aller filmer des plans rapprochés, très proches, comme exemple, filmer le menu ou des boutons d'un appareil. Maintenant, je vais pouvoir utiliser mon objectif macro Nikon qui va me permettre de faire ces gros plans-là. L'autre chose qu'on va avoir sur l'appareil également, on va avoir des entrées qui sont situées sur le côté, un peu comme les autres Nikon. Je vais avoir un port USB-C. Donc, qu'est-ce qui est vraiment génial, c'est que ça me permet de, oui, charger la batterie à même l'appareil, mais aussi lorsque je tourne une vidéo, au lieu d'avoir à remplacer continuellement des batteries, si je tourne une longue vidéo, parce que des fois, un 20 minutes peut m'avoir pris 2 heures à tourner, 3 heures, donc au lieu d'avoir à changer continuellement des batteries comme je faisais autrefois, bien à ce moment-là, je peux brancher une banque d'alimentation externe, un power bank, et à ce moment-là, avec la même batterie, bien, je peux continuer à filmer et c'est vraiment génial. Une fois qu'on a découvert ça, je vous le dis, ça nous sauve de la manipulation ou se faire interrompre en plein milieu d'une conversation parce que la batterie est morte. On va avoir un port HDMI et on va avoir une entrée pour un microphone externe. Donc pour moi, ça c'était une autre chose qui était importante parce que j'utilise des micros sans fil de la marque Rode et bon, ça me prenait absolument là, un port d'entrée de microphone externe. La chose que l'appareil n'a pas, malheureusement, pour certains que c'est vraiment un plus, c'est un port pour un casque d'écoute. Donc, si des fois on veut vérifier notre son, au lieu d'avoir enlevé la carte mémoire, aller vérifier à l'écran sur notre ordinateur, bien ça nous permet à même de vérifier là, le son là, directement à même la source. Moi, je me fie beaucoup avec le niveau des sonores qu'on va avoir d'affiché sur l'écran. Ensuite de ça, on va avoir sur l'appareil des microphones externes. Donc, on va avoir 2 microphones de chaque côté, pour un de côté gauche, un côté droit, qui sont directionnels vers l'avant. Donc, vraiment des bons microphones. Vous allez voir, tantôt,
j'ai enregistré là, une séquence à l'extérieur avec Sandra et j'avais uniquement là, le microphone. Donc, on va pouvoir écouter ça en même temps. C'est vraiment là, très, très bien fait. Et l'autre chose qu'on a, qui est possible de faire, vu qu'il y a une détection par le visage, si je veux vous présenter, exemple, le 50 mm, et que je veux faire l'autofocus sur le 50 mm, je dois venir couvrir mon visage et vous le présenter de même. Et à ce moment-là, le Z30 va venir faire le focus sur l'objet que je vais avoir présenté. C'est l'avantage du Sony où le Sony, lui, va avoir un mode produit. Que lorsque je fais juste démontrer vers l'avant un produit quelconque, le focus va aller se faire sur le produit. Donc, c'est une chose qui pourrait se faire très bien par un firmware là, dans le Z30, là, justement, si c'est demandé. Et comme je vous disais, bien écoutez, ça en fait vraiment un appareil excellent au point de vue backup pour mon Z9. Avec l'avenue du sans miroir, je vous dirais, plus que j'utilise mon Z9 et tout ça, bien, je m'aperçois que de plus en plus, j'utilise la visée par le moniteur. Donc, vraiment, de plus en plus, j'aime utiliser parce que autrefois, bon, avec le viseur, si je voulais descendre en bas, par exemple, les yeux d'une modèle, bien, il fallait que je me penche. Tandis que là, maintenant, je peux vraiment me mettre plus bas sans me voir à me pencher et à ce moment-là, viser puis pouvoir prendre la photo. Donc, c'est vraiment un plus d'avoir ces écrans-là. Ça nous évite des pirouettes bien des fois. Donc, moi, je suis devenu un adepte de fonctionner avec un écran, avec la visée à l'écran. Donc, vraiment, pour ça, pour moi, il n'y a pas de problème. Oui, si vous faites beaucoup de photographies, il n'y a pas de viseur électronique. Donc, on est toujours obligé de passer par l'écran. Donc, parfois, au gros soleil, à l'extérieur, ça peut être plus difficile à bien voir. Par contre, si quelqu'un fait beaucoup de photographies, bien, à ce moment-là, ça pourrait être avantageux pour la différence de prix qu'on va voir un petit peu plus loin, d'aller plus vers le ZFC si on cherche un appareil plus en backup pour la photo que pour autre chose. Mais pour moi, bien écoutez, c'est vraiment le meilleur des mondes, là, autant pour la vidéo que pour la photographie. Donc, je vous mets le Z9 aux côtés du Z30 et c'est juste pour vous montrer là, quand même les différences de grosseur. Donc, comment que ça peut être vraiment pratique d'avoir ce petit appareil-là qui vient se mettre vraiment dans un sac, le poids et tout ça, c'est vraiment très, très bien. Moi, souvent, je vais avoir le système Cotton Carrier que je vais tout simplement attacher ici, puis garder sur mon harnais à portée de main comme ça ici. Il y a plusieurs façons de l'apporter. Moi, j'utilise une courroie Optec USA, comme ça ici. Donc, vraiment, juste pour lorsque j'ai à vouloir conserver mon appareil, que ce soit sécure. Bon, donc, je n'ai pas besoin d'une grosse courroie. C'est pour ça que la courroie qui vient avec, je ne l'ai pas installée. Bref, et c'est le même système que j'ai là avec mon Z9. Et la chose qui est vraiment agréable, c'est qu'on va retrouver les boutons de fonction et la même ergonomie là, d'un à l'autre. Donc, comme vous voyez à l'écran, bien, on voit là, les boutons qu'on va retrouver de fonction. Le Z9, bien entendu, on a 3 boutons de fonction, alors que le Z30 est comme les Z62, Z72, bref, les autres appareils avec 2 boutons de fonction. La chose qui est vraiment intéressante, comme vous voyez là, encerclé en rouge, bien, on va avoir un témoin lumineux lorsqu'on filme. Donc, ça, c'est vraiment génial parce que ça me confirme que je suis en train de filmer, que l'enregistrement est vraiment bien démarré, alors qu'il arrivait que des fois, j'avais oublié de peser sur le déclencheur, puis j'avais tourné dans le vide là, une séquence. Donc, vraiment un plus d'avoir ce témoin lumineux-là. On va avoir également la molette principale qui est située en avant. On va avoir la molette secondaire qui est située à l'arrière. Et comme vous voyez, bien par l'arrière, on va avoir les mêmes boutons. Et ça, c'est vraiment un plus. Bien souvent, on remarquait d'un appareil, d'un modèle à l'autre, que les boutons changeaient de place et ça devenait de plus en plus mêlant. Finalement, Nikon a mis le bouton de visualisation en bas à droite. Et les autres boutons, bien, on voit qu'ils ont conservé les boutons au même endroit. Donc, ça, enfin, j'espère que Nikon vont continuer dans la même philosophie de conserver ces boutons-là toujours au même endroit dans les futurs appareils parce que je vous le dis, lorsqu'on passe d'un à l'autre,
c'est drôlement plus efficace. Et c'est une autre raison pourquoi je suis allé avec le Z30, parce qu'avec un Z6 II, par exemple, bien, le bouton de visualisation, il est à l'ancien emplacement où on voit la poubelle aujourd'hui. Donc, ça devient mêlant, c'est des réflexes qu'on développe. Et du côté du dessus de l'appareil photo, bien encore là, on a la molette arrière pareil, on va avoir les boutons ISO et les boutons d'enregistrement. Donc, vraiment, une très belle ergonomie pour un si petit appareil. Et la dernière raison pourquoi j'ai choisi le Z30, bien écoutez, c'est la grosseur du capteur. Je vous montre ici à l'écran la différence du capteur entre le Z30 et le ZV1 avec lequel je suis en train de filmer présentement. Et on peut voir quand même qu'on a une très bonne différence au niveau de la dimension du capteur. Donc, qu'est-ce que ça nous permet? C'est d'avoir une image qui va être plus définie, même si on a la même résolution. Et aussi une meilleure performance en OISO parce que le capteur est beaucoup plus gros. Et comme on voit, bien, on va avoir, c'est quasiment la même résolution, quasi 21 mégapixels contre 20,1 mégapixels pour le Sony. Et au point de vue du poids, bien, on va avoir pratiquement le double du poids pour le Z30, mais qui en demeure, toujours avec l'objectif, le 16-50, qui en demeure quand même un appareil là, très, très léger, là, donc vraiment pas un problème. Au point de vue de la fiche technique de l'appareil, comme je vous disais, bien, c'est un 20,9 mégapixels. C'est un boîtier qui n'est pas stabilisé, donc il n'y a pas de stabilisateur de capteur à l'intérieur. On va avoir une stabilisation électronique à l'intérieur. Par contre, le 16-50 mm est VR, donc stabilisé. Donc, c'est bon à savoir que lorsque, par exemple, que je vais utiliser le 50 mm, bien à ce moment-là, qui est un objectif non stabilisé, bien, il va falloir que si je suis à main levée, bien d'engager la stabilisation électronique dans l'appareil. Et lorsqu'on engage l'antivibration électronique, bien, à ce moment-là, on va avoir un facteur crop un peu réduit de l'image. Donc, c'est bon à savoir, mais on voit toujours live le cadrage final, donc vraiment un plus. On a une prise de vue qui nous permet d'aller jusqu'à 11 images à la seconde. Les commandes U1, U2, U3, écoutez, pour moi, ça c'est un autre plus, absolument. Et c'est de quoi que j'aimerais tellement qu'on retrouve, par exemple, sur un Z9, parce que ça nous permet rapidement d'avoir accès à des programmations de l'appareil. Exemple, comme moi, lorsque je tourne ici en studio, que je vais utiliser 50 mm, ça va toujours avec le même éclairage, la même ambiance, donc il n'y a rien de change. Donc, de fois en fois, je n'ai pas à refaire tous les réglages. Ça me permet donc de pouvoir programmer dans le U1 mes réglages pour en vidéo lorsque j'utilise en studio. U2, lorsque je suis à l'intérieur du studio, exemple, que je filme, je suis en train de me filmer en train de faire du studio avec une modèle. Donc là, c'est d'autres, là, je vais engager les auto-ISO, un paquet de choses. Je peux mettre ça sur U2 et un réglage pour lorsque je suis à l'extérieur. Donc, ça nous permet vraiment d'avoir des raccourcis très rapides et de conserver vraiment là, des caractéristiques de prise de vue que je veux pour chaque type de prise, là, que ce soit à l'intérieur ou en studio. Comme je vous disais, on a deux micros intégrés. On a un port pour carte SD, donc qui se trouve ici en tour avec la pile qu'on va avoir ici à l'intérieur. On a la sensibilité de l'autofocus qui va jusqu'à -3 IL, donc quand même excellent, là, sans avoir l'activation de la lampe d'assistance autofocus. On a 209 points autofocus répartis sur tout le viseur, donc vraiment excellent. L'autofocus sur les yeux et visages humains. Le bouton I, qui est vraiment encore là un plus parce que c'est, pour moi en tout cas, une des caractéristiques importantes depuis que je suis passé au Z et sans miroir, le bouton I et les fonctions qu'on retrouve. Donc, on conserve ce même bouton-là avec les mêmes fonctions avec le Z30. On a nos deux boutons de fonction qui sont sur le devant de l'appareil. Le menu qui est tactile à l'écran, qu'on peut toucher pour faire la mise au point ou juste prendre une photo également. Donc, les mêmes genres de caractéristiques de sensibilité d'écran qu'on peut toucher, de tactile, qu'on retrouve, exemple, avec le Z9. Donc, vraiment, écoutez, c'est un appareil qui
qui est quand même un prix qu'on va voir très abordable, mais qui comporte là, quand même des très belles caractéristiques que je n'ai même pas sur mon Sony là, avec lequel je travaille. Maintenant, qu'est-ce qui est inclus avec l'appareil? C'est naturellement, on va avoir, bon, moi j'ai choisi avec le 1650, comme je vous expliquais tantôt. On a les capuchons pour l'appareil, pour l'objectif. On va avoir un fil pour lorsqu'on veut brancher l'appareil pour charger la pile. Et il n'y a pas de chargeur de pile d'inclus avec. Donc, pour moi, c'est vraiment le seul point négatif. Et je vous dirais que c'est de plus en plus la norme, comme par exemple mon Sony ZV-1, c'est la même chose. Il n'y avait pas de chargeur pour la batterie qui était inclus avec. Il a fallu que je n'achète un à part. Et c'est un petit peu ça qui est triste avec ça, au prix que ça coûte. Écoutez, moi, je préférerais que Nikon nous vende un peu plus cher et nous donne le chargeur séparé parce que on n'a pas toujours avec soi, soit notre ordinateur pour brancher ou l'adaptateur pour brancher sur le courant. Bref, j'aime bien avoir un chargeur séparé d'avoir à le charger dans l'appareil. Donc, pour moi, c'est peut-être le point négatif, mais tous les appareils dans cette gamme de prix-là, bien, vont souvent manquer le chargeur de batterie. On va avoir une courroie et également le manuel d'instruction qui est condensé, mais que je vous recommande d'aller sur le site de Nikon, aller télécharger le mode complet que je vais vous mettre là en lien ici au bas. Concernant le prix, bien écoutez, tout d'abord, je vous conseille de faire affaire chez L'Art Photo. Moi, écoutez, lorsque j'ai vu le Z30 annoncé, j'ai appelé Julie. Puis, j'ai dit, Julie, ça me prend ça. Je pense que c'est l'appareil parfait pour remplacer mon Sony ZV-1. Et écoutez, aussitôt qu'il a été rentré, Julie m'a envoyé ça par la poste et ça allait rentrer 2-3 jours plus tard. Bref, vraiment, comme toujours, vraiment un très bon service. Et pour ce qui est du prix, bien, si on prend l'appareil seul, sans le 1650, c'est 880 $. Si on désire avec l'objectif 1650 DX, bien c'est 1050 $. Et si on rajoute le kit créateur, bien c'est 150 $. Et la seule chose qui n'est pas inclue, comme je vous disais, bien si on veut un chargeur externe, bien c'est 80 $. Si on va chercher dans un Nikon. Par contre, chez L'Art Photo, on peut vous proposer un chargeur double par port USB de marque ProMaster pour 30 $. Donc, ça peut être vraiment avantageux. Et à ce moment-là, on va recharger 2 batteries au lieu de recharger d'une batterie à la fois. Donc, c'est disponible chez L'Art Photo. Et également, malheureusement, un autre peut-être petit point négatif, c'est que le Dead Cat qu'on appelle, c'est-à-dire l'espèce de petit bonnette en fourrure qu'on met pour couper le vent sur les micros, il n'est pas inclus avec l'appareil. Il faut l'acheter séparément pour 15 $. Donc, c'est une autre chose que Nikon aurait pu fournir. D'ailleurs, Sony, lorsque j'ai acheté le mien, c'était inclus avec l'appareil. Donc, ce serait peut-être une chose à revoir chez Nikon, d'inclure au moins la bonnette anti-vent avec l'appareil. Et pour ceux que ça intéresserait, si vous faites du vlog ou des capsules vidéo, bien moi, je me sers des micros Rode Wireless Go. Donc, souvent, à l'extérieur, je vais utiliser le micro sur moi et le récepteur sur l'appareil. Et en studio, bien, je mets en plus de ça vous allez voir ici, sur mon émetteur, ici, mon micro là, à cravate. Donc, si vous désirez, bien, c'est d'ailleurs, j'ai fait dans le passé une capsule que vous pouvez retourner voir sur le Rode Wireless Go 2. Et c'est un ensemble qui coûte 400 $. Donc, vraiment, la qualité sonore elle est au rendez-vous avec les Rode. Et finalement, les power banks ou les piles externes pour recharger au fur et à mesure notre batterie, bien, on en retrouve dans les 50 $. Récemment, chez un magasin à grande surface, j'ai trouvé la marque Anker à USB-C pour 50 $ et c'est ça présentement qui alimente mon ZV-1. Donc, écoutez, ça vaut vraiment la peine et ça nous empêche d'avoir à changer de pile
à tout bout de champ parce que la pile vient de tomber morte lorsqu'on tourne une vidéo. Maintenant, pour ceux que ça intéresse, je vous ai fait des petites comparaisons entre le Z30 et le Sony ZV-1 qu'on va regarder ensemble. Comme on a vu tantôt, bien, on a la résolution qui est un peu plus supérieure sur le Z30, mais c'est surtout son capteur qui est beaucoup plus gros. Au point de vue de la qualité vidéo, on va retrouver pas mal les mêmes choses. La chose qui est vraiment une grande différence entre le Z30 et le Sony ZV-1, bien, comme je vous avais montré dans la vidéo sur le ZV-1, le gros problème, c'est lorsqu'on met notre pied sur l'appareil ou un trépied sur l'appareil, si on n'a pas le support, la petite braquette, Small Rig, mais qu'est-ce qui se passe? C'est que ça vient bloquer l'accès à la porte pour accéder à la batterie ou à la carte mémoire. Donc, il faut rajouter au prix, lorsqu'on va voir tantôt, ce support-là, si on veut avoir accès régulièrement à notre carte mémoire. Donc, pour moi, c'est primordial, ça me prenait ça, sinon c'était hors de question que j'achète ça. Donc, il faut bien savoir que lorsqu'on met un trépied ou le système de créateur sur le ZV-1, bien, on a accès en tout temps à notre carte mémoire et à notre batterie. Les deux appareils sont munis d'une entrée pour micro externe, mais n'ont pas de port d'écoute pour un casque. Les deux vont avoir des micros intégrés. Là où l'avantage, encore là, pour le Z30, c'est la capacité de pouvoir interchanger nos objectifs, donc d'avoir toute la panoplie d'objectifs possibles, alors qu'avec le Sony ZV-1, bien, on va demeurer avec un objectif intégré. Oui, ceux qui sont sur Sony, on peut avoir l'autre Sony, je crois c'est le Sony ZV-E10, si je ne me trompe pas, on peut interchanger nos objectifs et mettre des objectifs Sony. Pour moi, bien, à l'époque, c'était pas sorti. De deux, j'ai des objectifs Nikon. Donc, pour moi, ça devenait comme impensable d'aller rechercher des objectifs Sony. Donc, de là, encore là, une autre raison pourquoi que le Z30, pour moi, c'était vraiment un plus là, au point de vue deuxième appareil. Au point de vue du prix, bien, vous allez voir que pour le prix de l'ensemble, c'est très similaire. Les deux appareils, avec le kit créateur, comme on voit sur la photo, bien, j'ai rajouté le prix de la bonnette anti-vent pour le Nikon qui n'est pas fourni, alors qu'avec le Sony, il est fourni. Et j'ai rajouté sur le ZV-1 le support, comme je vous parlais, Small Rig de 42 $. Donc, comme on voit, bien, c'est similaire, c'est quasiment le même prix, 1 215 $ pour le Nikon, alors que le Sony est à 1 242 $, toujours lorsque ce n'est pas en vente. Écoutez, pour le même prix, moi je vous dirais le Z30 est vraiment de loin supérieur. Pas que le Sony n'est pas bon, ça a fait pour moi le travail jusqu'à maintenant sans aucun problème. Mais là, je peux vraiment non seulement passer à plus de possibilités en pouvant interchanger mes objectifs, mais aussi ça me sert comme bon appareil backup pour faire de la photographie. Donc, voilà qu'est-ce qu'il y en est pour la différence avec le ZV-1 et le Z30. Maintenant, je me suis amusé à comparer avec les autres Nikon. Donc, on voit ici à l'écran, si on compare avec les autres DX, donc avec le Z50 et le ZFC, on va voir qu'on a le même système d'autofocus pour les trois appareils. Au point de vue de l'obturateur mécanique, c'est la même chose, on va voir. Maintenant, au point de vue de l'écran, bien, il faut savoir que sur le Z50, on a un écran un petit peu plus gros, mais par contre, l'écran va seulement se baisser, donc ce n'est pas tout à fait la même chose que le ZFC ou le Z30. Ensuite de ça, on va voir au point de vue de l'enregistrement, au niveau du vidéo, bien, ça se ressemble, sauf pour la durée d'enregistrement où on peut passer à 125 minutes d'enregistrement en HD avec le Z30. Et ça me permet d'enregistrer pendant 125 minutes au lieu d'avoir une coupure après 30 minutes. La sensibilité de l'autofocus, c'est similaire pour les trois. Le témoin lumineux d'enregistrement frontal qui est disponible chez le Z30 uniquement. Au point de vue du poids, avec les trois appareils, avec l'objectif 16-35, on voit encore là qu'on a un gain au point de vue du Z30.
Et on voit aussi au niveau du prix, moi je vous mets les deux options les plus intéressantes ici, soit le Z30 contre le ZFC. Et comme vous voyez, bien, il n'y a pas une énorme différence de prix. Ça va être, bon, j'ai mis le chargeur de batterie qui est en option à 80 $ avec le Z30 parce qu'il est inclus avec le ZFC. Donc, vraiment pour comparer les prix. Et on peut voir là que, bon, on va avoir à peu près le même genre d'appareil, le même genre de rendement. La seule différence qu'on va avoir qui pourrait être intéressante pour les gens qui font plus de la photo, c'est le viseur électronique qu'on retrouve sur le ZFC. Donc, ça devient vraiment une question de besoin ici. Et de là, pour moi, que le Z30, écoutez, pour moi, je n'avais pas besoin d'un deuxième viseur électronique dessus parce que mon boîtier principal, c'est mon Z9. Puis, il va toujours le demeurer. Par contre, bien écoutez, pour la peu de place que ça prend, pour moi, c'était vraiment un plus d'aller vers le Z30 plutôt que le ZFC. Mais quelqu'un qui voudrait un second appareil, qui ne fait pas beaucoup de vidéos, mais à ce moment-là, le ZFC pourrait être une meilleure option à ce moment-là. Donc, c'était pour vous présenter ces différences-là. Donc, pour la suite des choses, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que je vais vous présenter un tour rapide de l'appareil, des menus et des réglages que moi, j'ai choisis. Par la suite, on va aller à l'extérieur où j'ai fait un shooting photo avec Sandra. Et on va voir là, vraiment les performances là, au point de vue photographique, donc pour les gens que ça pourrait intéresser également. Et la conclusion, comme je vous disais, on vous revient ici en studio où là, je vais passer avec le Z30 là, pour venir vous présenter la fin de cette capsule. Alors, dans le menu visualisation, qu'est-ce qui est important? Ça va être les options. Et qu'est-ce qui, pour moi, qui est important dans cette... bon, on peut mettre qu'est-ce qu'on veut, mais la chose qui est vraiment importante ici, c'est lorsqu'on va venir descendre ici, c'est de mettre un crochet à aucune image seulement, parce que ça nous permet, lorsque on visualise les photos, bien, de ne pas avoir aucune information. Donc, c'est souvent là, très agréable de pouvoir avoir ça. Et aussi le crochet à vue d'ensemble qui nous donne là, une vue globale de l'ouverture des données, la vitesse, etc. Donc, on revient dans le menu visualisation. L'affichage des images, des photos ici à on. Donc, autrement dit, si quand je prends une photo, je veux qu'il s'affiche à l'arrière sur l'écran. Et la rotation des images à off. Qu'est-ce que ça fait? C'est lorsque je prends une photo à la verticale, bien, si je le laisse à on, je vais avoir la photo qui va être verticale ici, et ça fait très petit, donc avec des barres noires à chaque côté. Alors que quand on le met à off, je suis obligé de tourner mon appareil, mais j'ai la photo en pleine image. On va aller dans prise de vue photo. Comme je vous dis, je vais sauter beaucoup de trucs, donc ça va être vraiment là, c'est un choix personnel qu'on vient faire. Donc, la prochaine chose que je fais ici, c'est le nom du fichier. Donc, au lieu d'être DSC comme par défaut, j'aime bien donner le nom de chaque caméra à mes fichiers. Donc ici, ça va être Z30 et lorsque je suis avec mon Z9, bien, ça va être Z09. Donc, c'est une bonne chose et ça aide lorsqu'on regarde un paquet de photos, savoir là, laquelle qui a été prise avec quel appareil, là, surtout quand on a des petites images. Donc, ça aide beaucoup. Ensuite de ça, on va avoir au niveau de la qualité d'image, c'est ici qu'on va venir choisir, bon, si on veut avoir des RAW plus des JPEG, etc. L'enregistrement RAW, je suis en 12 bits, on pourrait le mettre en 14 bits. Personnellement, à moins d'exception, je demeure toujours en 12 bits, là. Il n'y a pas assez une grosse différence. Le réglage de la sensibilité, bien c'est ici qu'on va venir donner des maximales qu'on veut au niveau du contrôle de la haute sensibilité. La balance des blancs, moi je passe toujours par le menu I qu'on va voir un petit peu plus loin. Le Picture Control, encore là, ici, ça c'est vraiment, comme ceux qui me connaissent, mais ils savent que je fonctionne beaucoup avec ça parce qu'on récupère les types de contrôle des images, comme exemple si je vais en neutre ou en standard ou avec des couleurs plus saturées. Bref, c'est ici qu'on vient choisir la recette qu'on veut. Et dans chacune, ensuite de ça, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que je peux aller
donner des données différentes ou des réglages différents. Et ça, c'est vraiment plaisant. Comme par exemple, lorsque je vais avec l'accentuation, bien, l'accentuation, ça va être vraiment sur la netteté générale, alors que si je viens sur le contraste ici, excusez, la clarté, bien, la clarté, elle, ça va être pour donner un filtre dynamique, des contrastes dynamiques. Donc, lorsque je prends des cours d'eau, par exemple, avec des filets, bien, je vais avoir tendance ici, à ce moment-là, à venir vraiment augmenter la clarté pour me donner beaucoup plus de contraste dynamique. Et aussi, pour ceux qui veulent donner des effets spéciaux, là, on voit que, bon, Nikon a sorti là, de plein de filtres qu'on peut donner des effets à nos photos. Bref, c'est à découvrir. C'est accessible via le menu. Ensuite de ça, l'autre chose qu'il va avoir, le daylightening, personnellement, je laisse ça à off. Je l'active au besoin. La réduction du bruit, bon, moi, je mets toujours ça à on parce que l'appareil va réduire le bruit sur, exemple, des longues expositions. Lorsque, bon, même si je suis à 100 ISO, mais je fais une exposition de 12 secondes, il se crée du bruit et l'appareil, à ce moment-là, va traiter ce bruit-là, alors que le bruit ISO, c'est lorsque je monte en ISO, tout simplement. Donc, encore là, on va avoir un traitement du bruit là, lorsqu'on travaille dans les plus hauts ISO. Contrôle du vignettage, voilà. Photo avec réduction du scintillement, ça, je le mets au besoin. C'est pour venir à ce moment-là contrer lorsqu'on est à l'intérieur, qu'on a des lumières qui donnent des fluctuations quasiment invisibles à l'œil, comme exemple des fluorescents. Le mode de déclenchement qui est ici, mais qu'on a accès aussi par le bouton qui est juste ici, sur le dessus. Donc souvent, moi, je vais plutôt me servir de ce bouton-là, qui, pour venir dire si on veut avoir, exemple, des vues, vue par vue et la vitesse pour chacune. Donc, par exemple, continue slow, si je mets ça dedans, on voit que je suis à l'eau présentement. Le retardateur, même chose, je suis à 2 secondes. Donc, on peut ajuster le retardateur, la vitesse comme on veut. Donc, je reviens à vue par vue. Et comme je vous disais, en pesant ici, on a la même chose sur le bouton. On peut, à ce moment-là, jouer avec les différents réglages. On va avoir nos modes de mise au point qu'on va voir un peu plus loin, que personnellement, je vais toujours ajuster avec le menu I, qu'on va voir un petit peu plus loin. La réduction de vibration. Donc, ici, c'est ici qu'on va avoir le VR c'est ici qu'on va venir engager le VR de l'objectif. Donc, ici, je suis à normal. Je peux mettre en mode sport. Si j'ai un objectif qui n'a pas de stabilisation, bien à ce moment-là, ça va être la partie va être grisée, on n'aura pas accès. Maintenant, on va aller avec le menu d'enregistrement vidéo. Encore là, moi, comme je vous dis, je vais avec bon, mes besoins. Et puisque je suis surtout photographe, l'appareil me sert vraiment pour mes capsules vidéo. Donc, je ne suis pas un grand vidéaste, là, je m'y connais un peu moins. Mais bref, encore là, ici, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai donné le même nom de fichier. J'ai choisi quel type de taille d'image et cadence que je veux travailler dans mes vidéos. La qualité des vidéos, soit normale ou on peut avoir d'excellente qualité, élevée, dépendamment si on le met sur Internet. Si on veut plus de qualité, bien, on va le mettre à élevé. Même chose pour le MP4. On a le choix MP4 ou point move, donc point move qui donnera une meilleure qualité également. Encore là, on peut venir régler la sensibilité là, au niveau là, maximal lorsqu'on travaille. C'est ici qu'on va le faire à l'intérieur. La balance des blancs comme la photo, le picture control comme on a vu tantôt, daylightening. Bref, on va avoir les mêmes choses qu'on a vu dans le menu photo. Et ici, on va avoir les menus de mise au point, encore là, qu'on va voir un petit peu plus loin. La vibration, la réduction de vibration électronique. Donc, c'est ici qu'on va pouvoir avoir accès lorsqu'on n'a pas d'objectif qui est équipé de stabilisation ou de VR. Bien, à ce moment-là, on peut mettre celui de l'appareil, mais qui est électronique. Donc, ça veut dire qu'il va avoir un facteur crop. Donc, on va perdre un petit peu
au niveau là, de l'image. Donc, ça va grossir, si on veut, un petit peu plus dans l'image. Notre sensibilité microphone, je vous le dis tout de suite, vous allez voir là la fin de la vidéo que j'ai enregistrée avec le Z30. Bien, j'avais pas trouvé le bon réglage encore de microphone, donc il y a un petit peu de peaking, vous allez voir là lorsque je parle, mais ça va être réglé en ayant baissé encore plus là, que je faisais avec le Sony. Réponse en fréquence. Donc ici, bien, on va voir qu'on peut avoir soit wide ou le registre vocal. J'ai testé les deux. J'aime bien à wide, un registre étendu. La réduction du bruit lorsqu'on filme à l'extérieur. Et comme je vous disais, bien ici, c'est ici que va venir s'installer dans le sabot ici, la bonnette anti-vent. Donc, si on l'a, on peut activer quand même la réduction de bruit. Et si on n'a pas, bien, c'est encore plus important de venir l'activer. Donc, on revient. On va venir maintenant dans les réglages personnalisés. Bien, on va avoir priorité à l'autofocus en continu. C'est pour continu. Personnellement, je laisse mon appareil toujours en mode, lorsque je suis en photographie, en AFC et lorsque je suis en vidéo, en AFF. Donc, c'est les trucs à savoir. AFS, ça va être vraiment lorsque, par exemple, je photographie quelque chose de vraiment immobile, comme un bâtiment, une scène, un paysage, des trucs comme ça. Donc, vous allez voir que tous les réglages personnalisés qui comportent une étoile, comme on voit ici, bien, c'est des réglages que j'ai modifiés. Donc, on va aller les voir. Donc, ici, le suivi lock-on avec la mise au point. Donc, qu'est-ce que ça dit, ça, ici? C'est lorsque le focus se fait et que, bon, exemple, je suis un joueur de soccer et j'ai une personne qui passe en avant de mon sujet, disons que la caméra, c'est mon sujet, bien que le focus demeure sur le joueur qui va être à l'arrière le plus longtemps possible et qui ne viendra pas faire le focus sur le joueur qui va passer devant. Donc ça, on est en différé, mais si par contre on voudrait qu'il fasse rapidement le focus sur le joueur qui devient à l'avant, on le mettrait sur rapide. Voilà. Les points autofocus utilisés, donc encore là, ici, on peut prendre tous les points ou un point sur deux. La rotation du point AF, donc ça veut dire que lorsque j'ai fait, j'arrive, si je sélectionne manuellement un point autofocus, lorsque j'arrive au bout de l'écran, bien au lieu d'avoir à reculer pour venir au bout, je fais juste avec mon pad ici, donner un coup vers la droite et ça revient en boucle de l'autre côté. Donc voilà, c'est pour ça. L'autofocus en faible lumière, donc il va prendre un peu plus de temps à faire la mise au point lorsqu'on est en faible lumière. Donc, personnellement, je le laisse à désactiver parce que ça peut prendre un petit peu plus de temps pour l'autofocus. Donc, on s'en sert au besoin à la place. Délai d'extinction, c'est ici qu'on va venir choisir dans combien de temps on veut que notre image s'affiche pendant 10 secondes, les menus, 1 minute, l'affichage des photos, 10 secondes, temporisation du mode veille pour qu'il tombe en veille à 10 secondes. Donc, c'est ici qu'on va venir le faire. Présentement, j'ai mis les menus à 1 minute pour les besoins de la vidéo, mais normalement, je vais le mettre, comme vous allez voir ici, je vais plutôt sélectionner 20 secondes. La cadence de prise de vue en continu low. Donc, je suis à 4 photos secondes. Donc, si je rentre dedans, on a des choix. Donc, je pourrais prendre 3 images secondes, 4 images secondes. Bref, c'est au besoin. Le type d'obturateur qui est ici, qu'on peut avoir en automatique ou on peut, l'appareil va choisir s'il va faire l'obturation électronique ou mécanique. Donc, selon les prises de vue, je peux vraiment venir choisir ici lequel type d'obturateur que je désire. Moi, je le laisse sur automatique. L'application des réglages à l'écran, c'est ici qu'on choisit si on veut voir les modifications d'exposition et tout ça à l'écran ou si on veut les désactiver afin de voir un peu plus clair lorsqu'on est en faible lumière, comme en studio par exemple. C'est ici qu'on va venir jouer avec ce réglage-là.
la mise au point, au relief. Donc ça, c'est vraiment bien plaisant parce que c'est ici que lorsque je fais la mise au point en mode manuel, bien que je peux mettre des couleurs qui vont indiquer les zones où la mise au point est bonne. Donc, je peux avoir une sensibilité qui est ici, qu'on va avoir différentes sensibilités. Moi, je suis en standard. Et ici, on va avoir le choix de la couleur pour indiquer qu'est-ce qui va être au foyer où la mise au point va être correctement. Donc, dépendamment du sujet, bien, des fois, le blanc, si on est sur de la neige, ne sera pas visible. Donc, on peut aller avec une autre couleur. J'aime bien personnellement le bleu. La vitesse de synchronisation au flash, très important ici, là, vous pouvez tout de suite aller activer ça à Auto FP qui permet à ce moment-là de travailler à des vitesses de synchronisation supérieures lorsqu'on a un flash qui est compatible HSS. Maintenant, personnaliser le menu I, c'est ici qu'on va venir chercher, par exemple, notre menu I, qu'est-ce qui est, chaque case qui est ici. Et ça, qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est que le menu I qu'on a ici, c'est pas le même menu en vidéo qu'en photo. Donc, on a notre sélecteur qui est ici, comme là, on passe en photographie. Donc, là, je vais avoir un menu I qui va être pour la photographie et je vais avoir un menu I qui va être pour la vidéo. Donc, vraiment, ça, c'est vraiment important parce qu'on n'a pas besoin des mêmes choses là, pour chaque type qu'on veut faire avec l'appareil. Donc, c'est pour ça que ça va être dans ce menu-là qu'on va venir le faire. Donc, je reviens sur mon menu I. Puis on va voir tantôt, on va faire le tour du menu I pour vous montrer qu'est-ce que moi j'ai choisi. Mais c'est bon à savoir que c'est ici qu'on va venir chercher notre menu I pour la photographie. Lorsqu'on va venir, on va revenir ici, voilà. Lorsqu'on va sélectionner, personnaliser le menu I, c'est ici. Donc, pour la photo, et quand on va arriver sous le G, tantôt, on sera pour la vidéo. F2, ça c'est vraiment une fonction importante parce que c'est ici que je peux venir ajuster la bague de programmation. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rentrer dedans. Présentement, la bague va régler mes ISO. Donc, si je reviens sur mon écran, on va voir que le ISO ici, lorsque je joue, bien, je peux vraiment jouer avec le ISO qui va être ici. Alors que si je désengage cette fonction-là, voilà, on voit que maintenant, il n'y a plus rien qui se passe. Donc, c'est vraiment, pour moi, en tout cas, c'est une fonction que j'adore des sans-miroirs, de pouvoir voir directement à l'écran ou dans le viseur lorsqu'on a un appareil avec viseur. Et c'est toujours dans cette fenêtre-là qu'on peut venir programmer les différents boutons qu'on va donner sur notre appareil photo. Donc, exemple ici, si je viens sur mon bouton de fonction, le premier qui est en avant, bien, on va voir que là, présentement, j'ai installé ou programmé sur ce bouton-là les modes de mise au point ainsi que la zone, alors que mon deuxième bouton de programmation, lorsqu'on voit dessus, ça va être mon suivi du sujet. Donc, c'est beaucoup plus rapide pour aller le chercher avec ces deux boutons de programmation-là, comme on voit qui sont situés à l'avant. Donc, c'est ici qu'on va venir vraiment programmer les différentes possibilités de programmer les boutons de fonction. Et ça, autant pour la vidéo que pour la photo. Donc, on revient en arrière. Ici, on peut venir encore là programmer les boutons lorsqu'on est en mode visualisation, qu'est-ce qu'on veut faire avec. Donc, ici, présentement, avec mon bouton, lorsque j'ai pris une photo, bien, en appuyant sur le bouton ici, c'est mon classement. Et le bouton OK, ça sera pour grossir la photo pour aller voir si la mise au point est bien nette. Donc, voilà pour ça. F5. Ça ici, moi, j'adore ça parce que, bon, c'est exemple, autrefois, je veux changer le ISO lorsque j'appuie sur un bouton. Bien, il faut que je laisse mon doigt appuyer sur le bouton, puis changer. Maintenant, lorsqu'on est dans cette fonction-là, bien, ça nous permet tout simplement, vous allez voir, la commande lâcher et molette. Ça veut dire que ça nous permet de lâcher le bouton, faire le réglage et, comme exemple ici, si je viens sur le ISO, on va voir que c'est surligné en jaune. Je peux jouer avec mes ISO, voilà. Et si je veux sortir du menu, bien, je fais tout simplement appuyer à mi-chemin sur mon déclencheur ou tout simplement, je rappuie sur le bouton ISO. Et ça va être la même chose pour chacun des autres boutons. Ça nous permet de conserver notre bouton, autrement dit, enfoncé, sans avoir à le tenir enfoncé.
Et maintenant, on tombe dans le menu pour la vidéo. Encore là, comme je vous disais tantôt, de personnaliser notre menu I. L'affichage des hautes lumières en vidéo, ça c'est vraiment génial parce qu'on peut afficher le mode zebra, donc il va faire des lignes lorsqu'on est dans les hautes lumières. Donc c'est ici qu'on va venir l'engager. Maintenant, le menu configuration. Bon, c'est ici qu'on va venir formater notre carte mémoire. Très important, je ne le répéterai jamais assez. Lorsque vous achetez un nouvel appareil ou une nouvelle carte mémoire, toujours formater la carte mémoire dans l'appareil avant de débuter des prises de vue. Souvent, les gens achètent une carte mémoire, mettent ça dans l'appareil, commencent à prendre des photos, puis après ça, ils ont des problèmes pour aller rechercher leurs photos. Donc, très important de formater notre carte mémoire. Enregistrer les réglages, les utilisateurs de réglages, c'est ici qu'on va avoir les U1, U2, U3. Réinitialiser, donc c'est ici que je peux venir effacer les réglages. Voilà. La langue, bon, de l'appareil. La luminosité du moniteur. Moi, je vous conseille toujours de garder ça à 0, même au soleil, même si on voit moins bien, parce que sinon, on va se faire jouer, trompé par le moniteur. On va penser qu'il y a beaucoup d'éclairage si j'ai augmenté la luminosité, alors qu'en réalité, ça va être l'écran qui va être plus lumineuse, alors que la photo ou la vidéo sera moins lumineuse. Donc, pour moi, c'est vraiment là de garder ça à 0. Luminosité du témoin d'enregistrement, c'est la petite lumière qui est en avant, qu'on peut donner une intensité lumineuse. Donc, si on est au soleil, dehors, on peut le mettre à 3 à ce moment-là, ou à l'intérieur à 1. Qu'est-ce qui est intéressant? On peut le désactiver. Donc, par exemple, au lieu d'avoir, si je filme de quoi en gros plan, et que ça pourrait refléter dans l'objet que je filme, ou que à ce moment-là, qu'est-ce qui va arriver? C'est que je peux désengager ce témoin-là pour éliminer le reflet. Donc, vraiment intéressant d'avoir pensé à cette fonction-là. Légende des images, c'est ici que vous pouvez venir mettre des commentaires. Comme moi, c'est marqué « Retouches et modifications interdits ». Fait que donc, les gens savent, et c'est inscrit dans l'exif des photos, que je ne veux pas que les gens jouent avec les images que je leur remets. L'information du copyright, donc si on met notre nom de studio. Ici, l'option de signal sonore, donc c'est ici que je peux venir, bon, c'est lorsque l'autofocus est activé, que le focus est fait, lorsqu'on est en AFS, bien, ça va être ici qu'on va avoir un signal sonore. Tout ce qui est niveau sonore, même également lorsqu'on est au niveau des commandes tactiles ici, on va voir ici. Bon, pour les commandes tactiles, si on veut désactiver ou pas. Le mode autoportrait. Ça, là, c'est très important. J'ai vu dans plusieurs vidéos, qu'est-ce qui arrive, c'est que lorsque on filme, je vais passer en mode vidéo, voilà. On voit ici là, les niveaux qui sont par les micros qui sont ici. Il y a beaucoup de personnes qui ont dit que lorsque on est en mode portrait, lorsqu'on met l'écran vers l'avant, donc autrement dit, quand je vais virer l'écran vers l'avant, bien que je vais perdre ces niveaux-là. Alors, vous voyez, comme ici, là, le mode portrait, il est activé, donc lorsque je parle, je ne vois plus mes niveaux sonores augmenter. Donc, il faut que je vienne chercher le bon mode, donc je vais venir chercher mon menu, je vais mettre le mode autoportrait à désengager, voilà. Et là, qu'est-ce qui se produit? C'est que lorsque mon mode autoportrait est désengagé, bien, je peux avoir mes menus en avant. Et en plus de ça, on va voir que maintenant, j'ai mon niveau sonore. Donc, si vous vous demandez pourquoi que j'ai plus accès à tous mes menus et tout ça lorsque l'écran est tourné par l'avant et mon niveau sonore, bien, c'est parce que le mode autoportrait est engagé. Le mode avion, fait que moi ici, c'est ici que je le laisse tout le temps en on. Ça l'empêche l'appareil de vouloir se connecter à des périphériques mobiles ou à d'autres trucs. Donc, ça va être ici qu'on va avoir. Même chose si je veux passer par le SnapBridge, à ce moment-là, je vais désengager le mode avion. Important ici, la carte, on ne veut pas qu'il y ait de photos qui se prennent lorsqu'il n'y a pas de carte à l'intérieur. Donc, on laisse ça à lock plutôt qu'à OK. Donc, si on n'a pas de carte mémoire dedans, impossible de prendre des photos. Et également ici, c'est vraiment important, une fois que vous avez
tout programmer votre appareil. C'est ici qu'on peut venir enregistrer tous vos réglages puis des menus sur la carte mémoire et sauvegarder ça sur votre ordinateur. Donc, vraiment important. Et si pour une raison pour une autre, qu'un jour vous avez besoin de remettre ces réglages-là, bien à ce moment-là, vous pouvez repasser par là en mettant votre carte et vous allez avoir à ce moment-là charger les réglages qui vont être disponibles à l'écran. Et vous allez avoir ici là, la version du firmware. On va avoir finalement le menu retouche, donc ça, on passe par-dessus ça. Et ici, notre menu personnalisé. Donc, moi, c'est ici que je vais mettre tout plein de menus qui sont éparpillés un peu partout dans les menus de l'appareil sous un même menu. Donc, plutôt qu'à essayer de me souvenir quel truc était à tel endroit, bien, je peux les mettre ici. Je ne ferai pas toute la liste des réglages que j'ai mis là-dedans, mais pour moi, c'est souvent les plus importants et c'est très simple là, de pouvoir venir indiquer chaque réglage qu'on veut dedans. Donc, vraiment un plus. Et comme vous voyez, bien, moi ici, j'ai toujours le réglage, comme on a vu tantôt. Je veux avoir l'application des réglages à l'écran à on ou à off. Bien, il était où? Déjà, dans quel des autres menus qui était? Bien, j'ai qu'à aller dans mon dernier menu, il est là. Je pèse dessus et je peux le désactiver ou l'activer comme au besoin. Donc, vraiment très important de ce côté-là. Maintenant, pour le menu I, donc on va voir tout d'abord en photo. Je me suis mis en photo. Le menu I, ça c'est encore là mon goût personnel. Donc ici, j'ai ma balance des blancs. Donc tout simplement, je peux peser dessus, comme ici, et on va avoir notre balance des blancs. Donc c'est touch, on peut aller vraiment, et on peut même régler la balance des blancs vraiment très précisément. Et bon, on peut revenir au côté, je peux revenir me mettre en automatique. On va avoir l'automatique en lumière naturelle. On va avoir l'automatique complètement automatique, mais on peut avoir à garder les couleurs chaudes, l'ambiance générale ou conserver les blancs. Donc, c'est une question de choix rendu là, qu'est-ce qu'on décide d'avoir. Ici, le mode silencieux. Donc, c'est ici que je peux venir engager le mode silencieux ou non de l'appareil. Mon optimisation d'image, mon picture control, le type d'obturateur si je le veux, électronique, mécanique ou sur automatique. Les commandes de vue personnalisées, donc si j'appuie dessus, on va voir que c'est mes boutons d'en avant ici, le F2. Donc c'est un autre raccourci plutôt que d'aller dans le menu chercher. Mes modes de zone, donc c'est très rapide encore là. Là, je peux avoir accès à tous les modes d'autofocus, de zone autofocus. Si je veux sur les personnes, si je veux sur les animaux, voilà. Et ici, ça sera plutôt le mode d'autofocus si je suis en continu ou ici, un sujet qui bouge. Et ça, je vous le dis, là, quand on fait du portrait, moi, je laisse tout le temps maintenant en AFC. Parce que si j'ai bougé ou le sujet a bougé le moindrement, bien, on est sûr que l'autofocus va se poursuivre. Donc, voilà pour l'autofocus ici. Notre réduction de vibration, c'est pour l'objectif. Donc, ça va être ici. Les réglages à la prise de vue, donc je peux vraiment aller chercher spécifiquement, comme je vous disais tantôt, comme dans le menu personnalisé, si je veux l'avoir ou non d'afficher. Ensuite de ça, ici, la taille de l'image, la qualité d'image et la connexion Bluetooth si j'ai besoin. Maintenant, si je fais la même opération du menu I, mais avec la vidéo, bien, on va voir que ici, je vais avoir encore là ma balance des blancs. Ça ici, c'est pour l'affichage zébra des hautes lumières, comme on a vu tantôt. Ensuite de ça, le Picture Control. Mon niveau de microphone. Donc, plutôt que d'aller dans le menu et aller chercher quel niveau que j'étais, ouf, c'est loin, c'est long, on l'a directement. Vraiment génial. Même chose, la réduction du bruit. J'arrive, j'ai besoin de ma réduction de bruit à l'occasion. C'est où? C'est là que je vais l'avoir. Le mode de zone autofocus, comme on a vu tantôt, mais ça va être la même chose. Si c'est priorité aux animaux, aux humains, bref. Le mode de mise au point AFF pour, en autofocus pour la vidéo. La réduction de bruit avec, la réduction, la stabilisation optique quand l'objectif est équipé.
la stabilisation VR électronique, l'atténuateur, le type de fichier de cadence et la réponse en fréquence de l'image. Donc voilà pour le menu I. Et toujours, n'oubliez pas une chose, c'est qu'il est toujours possible, lorsqu'on est en mode tactile, de pouvoir venir ici, on voit sur le côté, on peut avoir le tactile et déclenchement. Ça veut dire que j'appuie sur l'écran où je vais faire la mise au point et lorsque je relâche, la photo se prend en plus. Et ici, c'est complètement désactivé, alors que ici, c'est pour positionner le point autofocus, mais le focus ne se fera pas. Ça sera lorsque je pèserai à mi-chemin sur le déclencheur que le focus va se faire. Et ici, c'est l'endroit que je touche, ça fait le focus, mais la photo ne se prend pas. Donc, voilà. Et finalement, bien écoutez, qu'est-ce qui est vraiment aussi génial, c'est que l'écran, une fois qu'on a terminé, bien, on peut carrément tourner l'écran et venir le cacher pour le protéger. N'oubliez pas une chose aussi, écoutez, très important, moi j'ai une petite vitre, vraiment un verre de protection sur l'écran. Donc vraiment, là, je vous conseille vraiment de vous installer ça parce que ça peut être problématique. J'ai vu des gens là égratigner ou briser leur écran avec, exemple, une boucle de ceinture. Donc vraiment, pour qu'est-ce que ça coûte une vitre, là, un 15 $, 20 $, bien, ça vaut grandement la protection. Donc voilà, et lorsqu'on a terminé, bien, on peut vraiment venir le fermer et le tour est joué. Et la télécommande MLL7 que je n'ai pas encore reçue, bien, je vous mets ici à l'écran un peu les fonctions que la télécommande va avoir. Donc, on peut prendre des photos à distance avec. On va avoir aussi un déclencheur pour le mode vidéo. Donc, vraiment, là, excellent. Et cette manette-là, bon, peut s'incorporer dans le petit pied là, qui est inclus avec le kit créateur là, de Nikon. Donc, ça devrait être disponible là, très prochainement pour le Z30. Et finalement, bien, pour vous illustrer la plage dynamique du capteur du Z30, bien, j'ai fait une photo là, dans la session que j'ai faite avec Sandra, qu'on va voir un petit peu plus loin. J'ai volontairement sous-exposé une photo au flash pour vous démontrer combien on peut récupérer de la photo. Donc, on voit en haut à gauche là, la photo qui est sous-exposée et que j'ai ouvert le RAW dans NX Studio où j'ai augmenté de 3,28 stops la lumière, la luminosité, et on voit là, que j'ai été en mesure de récupérer vraiment la photo. Donc, vraiment un excellent rendement au point de vue plage dynamique. Alors, on se retrouve avec Sandra qui va me servir de modèle, avec qui je travaille régulièrement, vous commencez à la connaître. Et on va tester le mode photo sur le Z30 que je viens de recevoir, donc je n'ai même pas pris encore une photo. On va le tester sans flash, puis aussi avec un système Godox. Je vais utiliser le AD300 Pro, puis un X2. Donc, on va regarder ça ensemble, qu'est-ce que ça fait. Et un petit peu plus tard, bien, je vais venir tester au niveau du vidéo. Donc, voilà, on commence et on regarde ça ensemble. T'es prête? Yes. Yes. Donc, sur la bague de programmation, j'ai mis l'ISO et ça fonctionne très bien. Ça, c'est ça que ça donne. Ouais. Yes. Et en passant, à force de l'utiliser, parce que je découvre comme vous, bien, je suis en train de m'apercevoir qu'avec l'objectif standard, bien, avec mes deux doigts ici, je peux zoomer. Et avec mon majeur, bien, je peux venir jouer sur la bague de programmation pour l'ISO sur laquelle j'ai assigné. Donc, vraiment excellent. Ouais. Alors, donc, je suis avec le AD300 Pro. Je suis à un quart de la puissance du flash, à 1/320e de seconde à f5 et ISO 100 naturellement, donc en haute HSS, haute synchronisation. Oui, c'est beau, ça fait beau, ça. Hé! Hey. Oui? Regarde ça. Oh my God!
OK. Ah, wow! Ça va être vraiment beau! Wow! Ouais, c'est beau, ça! Wow! Ouais, puis comme ça, puis regarde vers le flash. Alors, on vient de finir le shooting. On s'est rendu même jusqu'au bord de la chute. J'ai pas pu filmer parce que bon, c'était assez difficile d'accès. Donc, vous allez voir les photos. Puis, bon, ben écoutez, l'humidité est sortie aussi. Fait que, hein, il fait chaud de partout. Fait que donc, ça a été vraiment, en tout cas, une belle expérience. On a eu des endroits là, vraiment fabuleux avec des graffitis. Au milieu, c'est retiré. Ben, merci Sandra. On se revoit bientôt pour le flash de Dox R200. Donc, de retour en studio et présentement, bien, je filme avec le Z30. Donc, vous allez pouvoir voir la différence avec le début de la vidéo, de la présentation. Et bon, j'utilise à peu près les mêmes paramètres que j'ai avec le Sony, avec les mêmes éclairages. Et présentement, bien, j'utilise le 50 mm comme je vous avais compté tout à l'heure. Donc, en retour du shooting que j'ai effectué avec Sandra, bien écoutez, sur 350 photos que j'ai prises à l'extérieur, j'en ai eu seulement 12 qui étaient complètement floues. Donc, c'est pour vous dire à quel point que quand même l'autofocus au niveau de la reconnaissance faciale et des yeux fonctionne très bien. Écoutez, moi, là, d'habitude, ça me prend des lunettes de lecture pour regarder mon écran. Et là, bien souvent, j'avais même pas mes lunettes, je me fiais totalement à ce que l'appareil détectait, donc par le visée de l'écran seulement. Et vraiment, je suis très satisfait là, des résultats obtenus. Vous avez vu les photos, entre autres le range dynamique ou bon, la plage du dynamique où j'ai pu recouvrir là, des basses lumières là, vraiment de belle façon avec le capteur que nous offre le Z30. Donc vraiment un excellent appareil au point de vue photo qui s'est très bien débrouillé. Les avantages, bien écoutez, si on parle au point de vue vidéo, bien c'est le poids, l'encombrement, d'avoir l'accès avec les objectifs de série Z, donc de pouvoir avoir des 50 mm macro pour faire des gros plans par exemple. Bref, vraiment excellent au point de vue de l'autofocus aussi. Au point de vue photo, comme je vous disais, bien c'est vraiment, on a le comportement du ZFC ou du Z50 sans le viseur électronique. Bref, pour moi qui veux un deuxième appareil de soutien, de backup, bien, ça fait extrêmement bien le travail, en plus de bien me servir au niveau vidéo. Donc, c'est un petit peu à ces gens-là à qui s'adresse le Z30. Et également aussi aux photographes. Regardez, comme moi, j'ai un Z9. Il m'arrive souvent de partir, bon, juste un petit road trip, comme on dit. Puis, bon, ça ne me tente pas d'apporter là, tout mon attirail, mon Z9 et tout ça. Je veux avoir un petit appareil que je peux mettre dans le fond de mon pack-sac ou de ma poche. Bien, écoutez, le Z30 avec le 16-50 mm, c'est parfait. Donc, je peux l'emmener avec moi en tout temps. Non seulement je peux faire des clips vidéo, mais je peux prendre des superbes photos que je sais que je vais être capable d'aller bien développer mes RAW là, avec les logiciels Nikon. Et c'est pas mal mieux que le téléphone. Les téléphones, ça dépend, mais je préfère toujours avoir un appareil photo, un vrai appareil photo. Et comme je vous disais, bien, les points négatifs, bon, la bonnette anti-vent qui n'est pas incluse,
Le chargeur qui, comme maintenant dans tous les appareils d'entrée de gamme, les chargeurs ne sont pas inclus, donc il faut s'acheter un chargeur séparément. Et le dernier petit point, c'est lorsqu'on branche un power pack externe ou une batterie externe sur l'appareil, bien ça passe dans le bas de l'écran, donc ça peut empêcher un peu nuire la visibilité, mais pas complètement, là. Donc c'est bon à savoir que ça vient, le port est vis-à-vis de l'écran et non pas de l'autre côté. Donc c'est peut-être les points négatifs. Pour ce qui est du reste, bien écoutez, pour le prix, ça représente une valeur sûre. Donc vraiment, pour moi, le Z30 va m'apporter le confort et tout ce que je retrouve avec mes produits Nikon. Donc voilà, donc c'est un appareil que vraiment je considère là, être excellent. Ceux qui font de la vidéo, bien écoutez, ça fait très bien le travail. Donc voilà pour le Nikon Z30. Vous avez des questions, des commentaires, ne vous gênez pas, laissez-les ici. Si vous avez besoin du petit guide de programmation, ça me fera plaisir de vous le faire parvenir ou encore contacter L'Art Photo, puis ils ont une copie de ce document-là en PDF qu'ils pourront vous envoyer là, par courriel. Donc d'ici la prochaine capsule, où on va venir, cette fois-là, voir le Godox R200, le flash annulaire, bien, je vous souhaite des belles photos, profitez du beau temps et on se revoit très bientôt.